La pluie martelait l'asphalte lorsque Jonathan vit quelque chose qui glaça son sang. Le petit garçon noir de 8 ans, qui demandait toujours des pièces devant son bureau, courait désespérément dans la rue, portant quelque chose enveloppé dans des chiffons sales. Mais ce n'était pas seulement une chose. C'étaient 2 petites formes qui bougeaient faiblement contre sa poitrine maigre. Des bébés. 2 nouveau-nés presque sans vie dans les bras d'un enfant qui pouvait à peine s'occuper de lui-même. Jonathan écrasa le frein de sa Mercedes noire, le cœur battant à tout rompre. Depuis 3 ans, ce garçon apparaissait chaque matin au même coin de rue, avec les mêmes grands yeux suppliants. 3 ans à jeter quelques pièces par la fenêtre de sa voiture, en imaginant que cela suffisait à apaiser sa conscience de millionnaire. 3 ans à faire semblant de ne pas voir la faim grandissante sur le visage de cet enfant. À présent, voyant le garçon trébucher sous la pluie torrentielle tout en protégeant 2 bébés avec son propre corps, Jonathan sentit quelque chose brûler dans sa poitrine. Un mélange d'horreur et de honte qu'il n'avait jamais ressenti en 50 ans de vie. L'enfant disparut dans une ruelle sombre entre des bâtiments abandonnés. Jonathan hésita seulement une seconde avant de sortir de la voiture, la laissant tourner sous la pluie. Ses vêtements de marque furent trempés instantanément, mais il s'en moquait. Il devait savoir ce qui se passait. Il suivit les sanglots étouffés venant du fond de l'allée. L'odeur d'égout et de moisissure envahissait ses narines tandis qu'il avançait parmi les débris et les ordures accumulées. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi sous la prise de conscience grandissante qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout. Une faible lumière émanait d'une ouverture dans le mur d'un bâtiment condamné. Jonathan s'approcha lentement, le cœur battant dans sa poitrine. À travers le trou irrégulier dans la paroi, il vit une scène qui lui coupa le souffle. L'enfant avait créé un petit refuge à l'aide de cartons et de bâches en plastique. Au centre de ce minuscule espace, il nourrissait les 2 bébés avec de l'eau tiède contenue dans une bouteille en plastique percée, effectuant les gestes précis de quelqu'un qu'il avait déjà fait des centaines de fois. Ses propres lèvres étaient fendillées par la déshydratation, mais il ne buvait pas une seule goutte. « Calmez-vous, mes anges », murmurait le garçon au bébé, sa voix rauque plus mûre qu'elle n'aurait dû l'être. « Papa trouvera plus de nourriture demain. Vous irez bien. Papa. » Ce mot transperça Jonathan comme une lame. Un enfant de 8 ans s'appelant le père de 2 nouveau-nés, assumant une responsabilité qui détruirait des adultes. Et lui, un homme possédant plus d'argent qu'il ne pouvait en dépenser, découvrait que sa charité quotidienne de quelques pièces n'était qu'une plaisanterie cruelle face à cette réalité brutale. Les bébés pleuraient faiblement, leurs petites voix résonnant contre les murs humides. Le garçon retira sa propre chemise déchirée et les enveloppa dedans, laissant son corps maigre exposé au froid. Jonathan vit alors quelque chose qui lui coupa totalement la respiration. Une marque sur le bras gauche du garçon. Une cicatrice profonde en forme de T, clairement faite avec un fer chauffé. Le même T, gravé dans le logo de son entreprise, Thornfield Industries. Le même symbole que son associé Richard insistait pour marquer sur des propriétés spéciales aux heures les plus sombres de leurs affaires. Jonathan recula instinctivement, son esprit luttant pour assimiler ce lien impossible. Cette marque ne pouvait pas être une coïncidence. Quelqu'un avait marqué cet enfant du symbole de son entreprise, le transformant en une propriété, en une chose. L'enfant sembla sentir sa présence. Il se tourna lentement, ses yeux rencontrant ceux de Jonathan à travers le trou du mur. Il n'y avait aucune surprise sur son visage, seulement une tristesse ancienne et fatiguée qui n'appartenait pas à un enfant. « Vous êtes venu me chercher » demanda le garçon d'une voix calme, protégeant instinctivement les bébés contre sa poitrine. Jonathan ne put répondre. La question portait un poids qu'il ne comprenait pas, mais qui l'effrayait. Le chercher ? Pourquoi un enfant poserait-il une telle question à un inconnu ? La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur de ce trou sombre, Jonathan affrontait la première vérité réelle de sa vie. Sa richesse était bâtie sur la souffrance d'innocents. Et maintenant, face à cette marque brûlée sur la peau d'un enfant, il savait qu'il n'y avait plus moyen de feindre l'ignorance. Si cette histoire qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les secrets qui restent à venir. Non, Jonathan parvint enfin à murmurer, la voix brisée. Je voulais seulement aider. Le garçon étudia son visage pendant de longues secondes, comme s'il pouvait lire son âme à travers ses yeux. Puis, étonnamment, il sourit. Un sourire triste et beaucoup trop sage pour un enfant. « Je m'appelle Daniel », dit-il en ajustant les bébés dans ses bras. « Voici Hope et Grace. Je les ai trouvés dans une poubelle il y a 2 semaines. » Jonathan sentit le monde vaciller. 2 semaines. Pendant 2 semaines, ces nouveau-nés avaient survécu dans les bras d'un enfant des rues, et lui avait croisé Daniel chaque jour, jetant quelques pièces comme si cela suffisait à régler quoi que ce soit. « Tu as besoin d'aide » dit Jonathan en enlevant son manteau trempé. « Laisse-moi. »
Pourquoi maintenant? Interrompit Daniel, sa voix chargée d'une douleur qui trancha Jonathan en deux. Pendant 3 ans, vous m'avez vu mendier de la nourriture. 3 ans. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? La question résonna dans le silence humide du refuge improvisé. Jonathan n'avait pas de réponse. Ou plutôt, il en avait une, mais ne voulait pas admettre la vérité brutale. Il ne s'était soucié de lui que lorsqu'il avait vu quelque chose de suffisamment choquant pour briser sa bulle d'indifférence. « Sortons d'ici », dit Jonathan en tendant les mains. « Ma maison a de l'espace, de la nourriture, de la chaleur. » Daniel hésita, regardant les bébés qui dormaient agités dans ses bras. « Connaissez-vous un homme appelé Richard? Richard Kane ?» Le nom frappa Jonathan comme un coup de poing à l'estomac. Richard Kane, son associé depuis 20 ans, l'homme qui avait transformé de petites affaires douteuses en une fortune multimillionnaire. L'homme dont Jonathan avait toujours préféré ignorer les méthodes. « Comment connais-tu Richard ?» demanda Jonathan, bien qu'une partie de lui soupçonnât déjà la réponse. « Il a tué ma mère », dit Daniel avec une simplicité dévastatrice. « Elle travaillait dans l'une de vos usines. Elle a découvert des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. » Le monde de Jonathan s'effondra. Son entreprise, sa fortune, toute sa vie construite sur un tas de secrets sanglants. Et Richard en était le centre. « Ma mère s'appelait Ada », continua Daniel, sa voix gagnant en force. Elle était comptable chez Thornfield Industries. Un jour, elle est rentrée à la maison en pleurant, disant qu'elle avait découvert de l'argent disparaissant vers des endroits étranges. De l'argent qui aurait dû payer les salaires, mais qui allait dans des comptes fantômes. Jonathan se souvenait vaguement d'Ada. Une petite femme silencieuse qui travaillait toujours tard. Elle avait disparu il y a 2 ans, et Richard avait expliqué qu'elle avait trouvé de meilleures opportunités dans un autre État. Richard a dit qu'elle s'était enfuie, murmura Jonathan. Richard a menti, répliqua Daniel en levant son bras marqué. Avant de m'envoyer dans un orphelinat, il m'a fait ça. Il a dit que j'étais désormais la propriété de Thornfield Industries, et qu'un jour il viendrait me chercher quand je serais utile. La marque en forme de T brillait sous la faible lumière, une cicatrice qui transformait un enfant en objet marqué. Jonathan sentit la bile lui monter à la gorge. Combien d'autres enfants Richards avait-il marqués? Combien d'autres familles avait-il détruites? De l'orphelinat je me suis enfui, continua Daniel, sa voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. Je vis dans la rue depuis 2 ans. Et quand j'ai trouvé Hope et Grace jetés à la poubelle comme des animaux, j'ai su que je devais les protéger. Parce que personne d'autre ne le ferait. Jonathan regarda les bébés endormis, si petits et vulnérables dans les bras de cet enfant courageux. Daniel était devenu père à 8 ans non par choix, mais parce qu'il avait compris quelque chose que Jonathan avait mis 50 ans à apprendre. Ignorer la souffrance ne la fait pas disparaître. « Richard te cherche encore ?» demanda Jonathan. « Toujours », répondit Daniel. « Il a des hommes à ma recherche. Il a dit qu'un jour il terminerait ce qu'il avait commencé avec moi. » À ce moment-là, Jonathan prit la décision qui changerait tout. Non pas seulement par culpabilité ou remords, mais parce que, pour la première fois de sa vie, il voyait le vrai courage. Un enfant qui avait tout sacrifié pour protéger 2 bébés abandonnés méritait plus que des pièces jetées par la fenêtre d'une voiture. « Toi et les bébés, vous venez avec moi, » dit Jonathan, sa voix chargée de détermination. « Et Richard Kane ne posera plus jamais un doigt sur vous. » Daniel le dévisagea encore un instant. Puis, lentement, il acquiesça. Mais tandis que Jonathan aidait Daniel à rassembler les quelques affaires du refuge, aucun des deux ne remarqua la silhouette sombre qui observait de l'autre côté de la rue, parlant doucement dans un téléphone portable. « Patron, nous avons trouvé le garçon. Et il n'est pas seul. » La chasse avait commencé. Dans le manoir de Jonathan, pour la première fois depuis des années, il y avait de la vie au-delà du vide luxueux. Daniel marchait dans les couloirs en marbre en portant Hope et Grace, ses pieds nus résonnant doucement sur le sol froid. Le contraste était brutal. Un enfant des rues en haillons entouré d'œuvres d'art valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie entière. « Je n'ai jamais vu autant d'espace vide », remarqua Daniel en observant les immenses pièces impeccablement décorées. « La maison où je vivais avec ma mère tiendrait entièrement dans cette pièce. » Jonathan sentit le poids de l'ironie. Il avait construit un empire pour combler un vide qui ne faisait que grandir à chaque acquisition. Maintenant, 3 enfants abandonnés apportaient plus de sens à ces murs que des décennies d'accumulation matérielle. Pendant que Daniel nourrissait les bébés dans la cuisine, Jonathan s'enferma dans le bureau. Il devait comprendre ce que Richard avait fait, combien de crimes avaient été commis au nom de Thornfield Industries. Il ouvrit des dossiers qu'il avait évité d'examiner pendant des années, des comptes que Richard avait toujours supervisés pour l'efficacité. Ce qu'il trouva le rendit nauséeux. Des transferts de millions vers des comptes offshore, des contrats avec des sociétés écrans,
des paiements pour des services de sécurité, qui étaient clairement des pots de vin et des extorsions. Pire encore, une liste de noms sous le titre « Ressources humaines spéciales ». Ada, la mère de Daniel, était marquée comme « résolue définitivement ». Il y avait d'autres noms sur la liste. Des familles entières. Et à côté de chaque nom, une note concernant des éléments jeunes transférés vers des programmes spéciaux. Jonathan comprit l'horreur complète. Richard n'éliminait pas seulement ceux qui découvraient ses crimes. Il kidnappait des enfants, les marquait comme propriété et les utilisait dans des plans encore plus sinistres. Daniel avait échappé, mais combien d'autres n'avaient pas eu cette chance? Ses doigts tremblèrent en trouvant un dossier intitulé « Projet futur ». À l'intérieur, des dizaines de photos d'enfants avec la marque T, âgés de 5 à 15 ans. Tous avec des yeux vides, tous clairement sous un type de contrôle chimique ou psychologique. Un bruit dans le jardin le fit se figer. À travers la fenêtre, il vit des silhouettes se déplacer parmi les arbres. Richard avait trouvé le manoir plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. Jonathan enferma les dossiers dans un tiroir secret et courut vers la cuisine, où Daniel berçait Grace pendant que Hope tétait paisiblement. La paix domestique contrastait grotesquement avec le danger qui approchait. « Nous devons partir. Maintenant », dit Jonathan en essayant de garder la voix calme. Daniel leva les yeux, déjà conscient. Il est là. Ce n'était pas une question. Le garçon avait développé des instincts de survie que les hommes adultes n'avaient jamais eu besoin de cultiver. Il pouvait sentir le danger approcher comme un animal sauvage. « Je connais un endroit », dit Jonathan en prenant une valise d'urgence qu'il gardait toujours prête. Une cabane dans les montagnes que Richard ne connaît pas. « Richard, c'est tout de vous », répliqua Daniel en ajustant les bébés contre sa poitrine. Il a 20 ans d'informations. Où que vous alliez, il sait. La vérité de ces mots frappa Jonathan comme la foudre. Richard n'était pas seulement son associé. Il était son contrôleur, manipulateur, le véritable propriétaire de tout ce que Jonathan croyait posséder. Un fracas à la porte d'entrée résonna dans la maison. « Sortie arrière », murmura Jonathan, guidant Daniel à travers le garde-manger jusqu'à une porte cachée menant au jardin arrière. Mais Richard avait encerclé la propriété. Des lanternes se déplaçaient de tous côtés, des voix murmuraient des ordres dans l'obscurité. Jonathan réalisa qu'il était piégé dans sa propre maison, transformant son refuge en prison. « Jonathan !» La voix de Richard résonna dans les couloirs. « Je sais que tu es là. Amène le garçon et nous pourrons régler cela civilement. » Daniel saisit le bras de Jonathan, ses yeux brillants d'une détermination féroce. « Il ne me veut pas seulement, » murmura-t-il. « Il veut aussi les bébés. Pour remplacer ceux qui ont trop grandi dans le programme. » La révélation finale frappa Jonathan comme une avalanche. Richard ne se contentait pas d'élever des travailleurs esclaves marqués. Il les remplaçait lorsqu'ils devenaient trop vieux, gardant toujours un stock de jeunes enfants à façonner selon sa volonté malade. « Il y a une chose que Richard ne sait pas sur moi, » dit Daniel, sa voix prenant une force effrayante pour un enfant de 8 ans. « Avant de fuir l'orphelinat, j'ai copié tous ses fichiers. Nom, lieu, compte bancaire. Tout. » Jonathan le regarda, incrédule. « Tu as des preuves. » « Cachées dans un endroit que moi seul connais. Richard me veut vivant parce qu'il sait que si quelque chose m'arrive, ces informations tomberont entre les bonnes mains. » C'était ça. L'atout que Daniel avait gardé secret, la raison pour laquelle il était encore en vie malgré toutes les poursuites. Un enfant de 8 ans avait surpassé un criminel expérimenté grâce à son intelligence et à sa planification. Des pas résonnaient de plus en plus près. Richard perdait patience. Jonathan regarda Daniel, les bébés dormant paisiblement dans ses bras, et prit sa deuxième décision définitive de la nuit. Il ne fuirait pas. Il était temps d'affronter Richard et de mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Mais d'abord, il devait savoir exactement où Daniel avait caché ses preuves. « Les preuves sont dans un coffre numérique », chuchota rapidement Daniel. « Programmé pour tout envoyer aux journalistes et à la police si je n'entre pas un code spécifique toutes les 72 heures. » Jonathan resta bouche bée. Un enfant de 8 ans avait créé un système de sécurité que des criminels expérimentés mettraient des années à développer. « Comment as-tu appris ça ?»« Ma mère m'a appris la programmation avant de mourir. Elle savait qu'un jour je devrais me protéger. » Les pas de Richard résonnaient de plus en plus près. Jonathan prit une décision désespérée. « Reste ici avec les bébés, » dit-il en tendant son téléphone à Daniel. « Si quelque chose tourne mal, appelle ce numéro. C'est mon avocat privé. Il vous protégera. » Où allez-vous? Mettre fin à tout ça. Jonathan quitta le garde-manger et marcha dans les couloirs sombres de sa propre maison. 20 ans de partenariat avec Richard,
20 ans à faire semblant de ne pas voir les signes évidents. Il était temps d'affronter le monstre qu'il avait aidé à créer. Il trouva Richard dans la salle principale, examinant les tableaux coûteux avec son calme habituel. 3 hommes armés l'accompagnaient, mais Richard les écartait d'un geste. « Jonathan, mon vieil ami », sourit Richard, comme s'ils étaient en réunion d'affaires. « Tu sembles troublé. Où sont les enfants du projet futur ?» Le sourire de Richard s'élargit. « Alors tu as enfin découvert. Je pensais que tu n'aurais jamais le courage de regarder les dossiers. » Réponds. Dans des lieux sûrs, en train d'être préparés pour devenir des citoyens utiles. Tu devrais être fier, Jonathan. Ton argent a sauvé ces enfants de la misère des rues. Sauvé. Jonathan sentit la pure colère brûler dans ses veines. Tu les as marqués comme du bétail. Je les ai organisés, corrigea Richard, sa voix prenant un froid dangereux. J'ai transformé des déchets humains en ressources précieuses. Chacun de ces enfants génère maintenant plus de valeur qu'il n'en aurait produit en 20 vies dans la rue. Jonathan comprit qu'il faisait face à un psychopathe complet. Richard croyait vraiment que kidnapper et réduire en esclavage des enfants était un service pour la société. Le garçon vient avec moi, continua Richard. Et les bébés aussi. J'ai des acheteurs spéciaux qui attendent des nouveau-nés bien soignés. Jamais. Jonathan, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ton jeu. Ça ne l'a jamais été. Tu as toujours été juste le joli visage de l'opération, le millionnaire respectable que personne ne soupçonnerait. J'ai construit tout ça. La vérité finale frappa Jonathan comme une gifle. Il n'avait jamais possédé quoi que ce soit. Il n'était qu'une marionnette, un pantin pour déguiser les opérations criminelles de Richard. Les documents autorisant toutes les transactions portent ta signature, sourit malicieusement Richard. Légalement, tu es responsable de tout. Chaque transfert, chaque compte offshore, chaque résolution permanente. Jonathan comprit le piège parfait. Si Richard était exposé, il entraînerait Jonathan avec lui. Ils avaient construit un partenariat où tous deux étaient condamnés à une complicité éternelle. Mais je peux être généreux, continua Richard. Remets-moi le garçon et les bébés, et nous continuons comme toujours. Riche, puissant et libre. Et si je refuse? Richard sortit un pistolet de son manteau. Alors tu subis un accident domestique. Des voleurs entrent chez toi, te tuent et kidnappent les enfants. Histoire parfaite. Jonathan regarda l'arme, puis le visage froid de Richard. 20 ans de partenariat, et seulement maintenant il réalisait qu'il avait toujours travaillé pour un démon. Une dernière curiosité, dit Jonathan, essayant de gagner du temps. Pourquoi marquer les enfants? Pourquoi le thé de Thornfield? Parce que je suis Thornfield, rit Richard. Je l'ai toujours été. Tu n'étais que le joli nom sur le papier. Thornfield Industries est ma création, mon héritage. Et chaque enfant marqué sait qu'il m'appartient. C'est alors que Jonathan entendit un bruit à peine perceptible. Un clic électronique venant du couloir. Daniel avait allumé le téléphone et enregistrait toute la conversation. Richard l'entendit aussi. Ses yeux se plissèrent dangereusement. On dirait que ton petit protégé est plus malin que je ne le pensais. Il est plus malin que nous deux, admit Jonathan, ressentant une étrange paix. Et tu viens de tout avouer dans un enregistrement qui est déjà envoyé à mon avocat. Le visage de Richard se tordit en un masque de haine. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans. Richard leva l'arme, mais Jonathan ne recula pas. Pour la première fois de sa vie, il faisait ce qui était juste, quelles qu'en soient les conséquences. Tire, dit calmement Jonathan. Mais sache que Daniel a déjà envoyé toutes les preuves aux autorités. Toute ton opération va s'effondrer, avec ou sans moi. L'arme trembla dans la main de Richard. Il réalisait qu'il avait perdu le contrôle total de la situation. Dehors, les sirènes de police commencèrent à retentir au loin. Daniel avait gagné. 6 mois plus tard, Jonathan regardait Daniel jouer dans le jardin de la maison avec Hope et Grace, désormais des bébés sains et rieurs qui rampaient sur l'herbe verte. Le son de leur rire résonnait dans l'air du matin, remplaçant le silence mort qui avait dominé cet endroit pendant des décennies. La transformation était complète. Là où il y avait autrefois une ostentation vide, il y avait maintenant la vraie vie. Les couloirs de marbre froid étaient remplis de jouets éparpillés, de dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur et du chaos affectueux d'une véritable famille. Richard était en prison fédérale, condamné à perpétuité après la découverte de son réseau criminel. Les enregistrements de Daniel et les fichiers numériques qu'il avait gardés comme sauvegarde avaient complètement démantelé le projet futur. 43 enfants ont été sauvés de captivité dans cet état différent, tous marqués du T de la torture,
tous récupérant lentement leur enfance volée. Jonathan avait perdu presque toute sa fortune dans le processus. Les enquêtes fédérales avaient gelé les comptes de Thornfield Industries, et il avait volontairement remis tous les biens acquis avec de l'argent sale. Il ne restait que la maison, quelques investissements propres et suffisamment pour garantir une éducation de qualité à Daniel, au Pégresse. Ironiquement, il ne s'était jamais senti aussi riche. « Papa Jonathan !» cria Daniel depuis le jardin, utilisant le nom qu'il avait choisi pour l'homme qu'il avait sauvé. Hope essaie encore de manger de l'herbe. Jonathan sourit et s'avança vers eux, portant Grace dans ses bras. Maintenant âgé de 9 ans, Daniel avait visiblement grandi au cours des derniers mois. Une bonne alimentation, un sommeil régulier et l'absence de peur constante avaient transformé le garçon squelettique en un enfant normal, bien que sa maturité exceptionnelle ne disparût jamais complètement. « Elle apprendra, » dit Jonathan, retirant délicatement les feuilles de la bouche de Hope. « Nous apprenons tous. » Daniel le regarda avec ses yeux profonds qui avaient vu plus que ce qu'un enfant ne devrait jamais voir. « Vous regrettez d'avoir perdu presque tout ?» C'était une question que Daniel posait périodiquement, comme pour tester si Jonathan avait vraiment changé ou s'il se réveillerait un jour en regrettant ses choix. « Jamais, » répondit Jonathan, et il le pensait vraiment. « J'ai passé 50 ans à accumuler des choses qui ne signifiaient rien. Vous trois m'avez appris ce qui compte vraiment. » La marque sur le bras de Daniel avait été recouverte par un tatouage artistique qu'il avait choisi lui-même pour son 9e anniversaire. Un arbre poussant à travers une ancienne cicatrice, symbolisant la vie qui jaillit de la douleur. Le meilleur chirurgien plastique du pays avait proposé d'enlever complètement la cicatrice, mais Daniel avait refusé. « Cela fait partie de mon histoire, » expliqua-t-il. « Je ne veux pas oublier d'où je viens. » Jonathan admirait cette sagesse. Daniel n'avait pas seulement survécu au traumatisme, il l'avait transformé en force, en compassion pour ceux qui souffrent. Il parlait déjà d'étudier le droit en grandissant, pour aider d'autres enfants dans des situations similaires. Hope se mit à pleurer, interrompant les pensées de Jonathan. Daniel accourut immédiatement, caressant le visage du bébé avec une tendresse naturelle qui ne manquait jamais d'émouvoir Jonathan. « Elle a faim », diagnostiqua Daniel. « Je vais préparer le biberon. » Pendant que Daniel courait à l'intérieur de la maison, Jonathan s'assit sur l'herbe avec Grace et Hope. Elles étaient arrivées presque mortes dans les bras d'un enfant désespéré, et maintenant elles étaient des bébés normaux, en bonne santé, aimés. L'amour de Daniel les avait sauvés, et par la suite, l'amour de Daniel avait sauvé Jonathan lui-même. Son téléphone sonna. C'était Sarah, l'assistante sociale responsable du dossier. Pendant les premiers mois, elle venait chaque semaine pour s'assurer que tout se passait bien. Maintenant, les visites étaient mensuelles, plus par amitié que par obligation. « Jonathan, j'ai des nouvelles. » Sa voix était enthousiaste. L'adoption de Daniel, au Pégresse, a été officiellement approuvée. Vous êtes maintenant une famille légale. Jonathan sentit des larmes lui brûler les yeux. Après 6 mois de paperasse, d'enquête et d'audience, il était enfin officiellement père. Peu importait qu'il ait commencé comme millionnaire à 50 ans. Sa vraie vie avait commencé à 51 ans, lors d'une nuit pluvieuse où il avait décidé de suivre un garçon courageux. Daniel revint en courant avec les biberons, son visage irradiant la joie pure que seuls les enfants peuvent exprimer. « Papa, pourquoi pleures-tu »« Parce que nous sommes maintenant une vraie famille, » dit Jonathan, serrant ses 3 enfants dans ses bras. Daniel sourit, ce sourire qui avait transformé un magnate froid en père aimant. « Nous l'avons toujours été, papa. Depuis la première nuit. » Alors que le soleil se couchait sur le jardin où 3 enfants jouaient librement, Jonathan comprit la leçon la plus importante de sa vie. La vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire, mais dans la capacité d'aimer et d'être aimé. Un enfant de 8 ans lui avait appris que la plus grande fortune du monde est d'avoir quelqu'un pour qui il vaut la peine de tout sacrifier. Si cette histoire a touché votre cœur autant qu'elle a touché le mien, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires montrant comment l'amour peut transformer même les cœurs les plus endurcis. Diez millionnaire suivit le garçon qui lui demandait toujours de la nourriture, et ce qu'il vit changea sa vie à jamais.